Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 8 novembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Trump, un an déjà, ou plutôt Trump, année zéro. Zéro, c'est son bilan en termes de réforme. Chaque fois qu'il a tenté d'interdire le sol américain aux étrangers, il s'est fait retoquer. Sa grande réforme fiscale, pour l'instant, en est au stade des amendements. Et puis, il y a quelques aspects qui indisposent, comme par exemple la suppression de la possibilité pour les entreprises de déduire leurs intérêts d'investissement, ce qui annulerait pour nombre d'entreprises cotées les avantages d'un taux d'imposition abaissé à 20%. Alors je ne parle pas évidemment de toutes les entreprises du S&P 500 qui, elles, payent en moyenne 12% d'impôts. Je parle de celles du Russell 2000 qui pouvaient éventuellement bénéficier de sa fameuse tax reform. Alors, une taxe qui ne va pas avoir d'impact réel sur la croissance, mais qui en aura un, par contre très significatif, sur les déficits. Alors c'est vrai que les estimations vont entre 1000 et 1500 milliards de manque à gagner fiscal chaque année. Bon, grosso modo, pour une fois, nous sommes un petit peu d'accord avec M. Trump. D'ici 2022, on devrait être autour de moins 4000 milliards. Bon, vous savez que ce n'est pas un problème. S'il manque 1000 milliards par an, on imprime cet argent, on l'a toujours fait. On continuera de le faire. Ce qu'on ne va peut-être pas pouvoir continuer à faire, c'est à faire monter tous les actifs en même temps. Dans l'histoire des marchés, ça ne s'était jamais vu. Bon, avec 2017, on voit surgir des tas de phénomènes qu'on ne connaissait pas. Des 65 records historiques pour le Nasdaq. Il en a battu un nouveau hier soir. Pas le Nasdaq Composite, non, le Nasdaq 100, celui qui contient les GAFA. On est à 57 records absolus sur le Dow Jones. Et puis là, eh bien, vous voyez que les marchés obligataires sont en train de remonter en Europe pour tester leur meilleur niveau de l'année. On était plutôt à 1,40 sur les bonos espagnols. On venait de 1,65 à 1,70. On est retombé aux alentours des 0,6 sur nos OAT. On est à 0,34 sur les Bund allemands. C'est merveilleux. À nouveau, on est en pleine bulle sur les dettes souveraines. La hausse, on la voit aussi maintenant sur le pétrole qui se maintient au-delà des 57 $, sur le NYMEX au-delà des 64 sur le Brent. Vous avez une hausse des métaux industriels, de l'acier, du cuivre. On nous parle déjà de pénurie de café, de cacao, et voilà que les commodities se mettent à flamber. Et puis pour les actions, ça continue. Alors ce matin au Japon, certes, on voit une consolidation de 0,1% après 24 séances de hausse sur 25. Autrement dit, la série n'est peut-être pas terminée. Le Nikkei est au plus haut maintenant depuis 26 ans et 6 mois. Et qu'est-ce qui peut arrêter sa course ? Le fait qu'on se demande si jamais cette hausse peut s'arrêter à un moment prouve qu'on n'est peut-être pas très loin du moment où ça va se retourner. En tout cas, cherchez bien au cours du siècle écoulé, cherchez bien un moment où les actions, où les obligations, où les matières premières et où l'énergie ont progressé de concert, vous n'en trouverez pas. Autrement dit, on ne sait pas quoi faire de l'argent. Enfin, pas vous et moi. Les institutionnels qui ont pris de mauvaises habitudes depuis 2008-2009. Et parmi les institutionnels, j'attire aussi votre attention sur le fait que maintenant la moitié des effectifs n'ont jamais connu de baisse. Ben oui, depuis 2008-2009, 8 ans se sont écoulés. Et quand vous regardez les effectifs des salles de trading, eh bien vous vous apercevez que plus de la moitié ont moins de
30 ans et que ceux qui ont plus de 30 ans, généralement, évoluent vers d'autres fonctions. Autrement dit, les marchés sont entre les mains de gens qui n'ont jamais connu la baisse et entre les mains de personnes qui, en général, ne savent même pas quelles sont les actions que leurs programmes informatiques ont achetées, revendues 1000 fois, 10 000 fois dans la journée. Ce ne sont pas des marchés où le jugement, la logique rentrent en ligne de compte. Ce sont des marchés benchmarkés où il faut reproduire la performance de l'indice. Alors, généralement, on prend le plus performant, le Nasdaq, et au sein du Nasdaq, eh bien, vous n'avez pas le choix. Pour répliquer le Nasdaq et voir être dans les meilleurs du classement, il faut privilégier ce qui monte le plus. Finalement, le marché, c'est assez simple. Achetez ce qui monte, vendez ce qui ne monte pas. La même logique s'applique d'ailleurs au Bitcoin, dont on nous dit que chaque jour, 50 000 nouveaux comptes pourraient être ouverts. Donc vous voyez, ça fait plus de 1 million ça fait plus de 1 million par mois, ça ferait 12 millions par an. Comme les bitcoins sont en nombre limité, eh bien la loi de l'offre et de la demande s'applique, donc il ne peut que monter. En effet, le raisonnement est tout à fait imparable. Mais pour qu'on en arrive à mettre des 100 milliards, 110 milliards, 120 milliards sur le Bitcoin, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé par ailleurs des investissements logiques et qui rapportent du dividende. Au moins, le Bitcoin, lui, ne rapporte rien, n'est adossé à rien. On dit souvent que pour une action, ou même pour une obligation, toute l'information est dans le cours. Eh bien, pour le Bitcoin, c'est l'inverse. C'est le cours qui constitue toute l'information. Et quand cette information est que ça monte de façon inexorable, tout le monde s'engouffre là-dessus. Car le même phénomène vaut également pour les actions. Celle qui monte le plus, eh bien, tout le monde l'achète. Même si cette action ne rapporte rien, à l'image d'Amazon, à l'image de Tesla. Ce sont des véritables gouffres financiers, ce sont des véritables trous noirs pour absorber la liquidité, j'appellerais même l'argent idiot. Vous investissez dans ces entreprises en l'échange de rien, si ce n'est qu'une promesse de profit futur, mais en attendant, vous recevez 0 dividende. Et ce qui est terrible, c'est que quand vous achetez du Tesla ou de l'Amazon, vous vendez le General Motors, le Ford ou le Chrysler que vous déteniez en portefeuille depuis longtemps, qui vous rapportent des dividendes, qui en rapportent de moins en moins. Et en ce qui concerne les concurrents d'Amazon, à mesure qu'Amazon prend des parts de marché et provoque l'effondrement, la faillite de ses rivaux, eh bien ce sont des milliers de millions de dividendes qui s'évaporent en échange de rien, puisque Amazon ne vous en distribue pas. Voilà, donc les marchés sont arrivés, on va dire, au bout de leur logique d'ascension funiculaire. Ce sont des marchés zombies, et comme vous le savez, les zombies, on ne les arrête qu'avec une balle dans la tête. Alors, qui va tirer cette balle? Est-ce que ce sera par exemple le prince héritier Salman, en déclenchant un conflit ouvert avec l'Iran, qui pourrait commencer au Liban, s'étendre au reste de la région? Ce genre de risque, le marché, évidemment, ne le price pas, car il ne price plus rien.